j'ai pas choisi l'immobilier. J'ai atterri sur l'immobilier. Toi, tu avais vu cette croissance immobilière déjà en 2004. Les prix ont beaucoup augmenté, énormément augmenté. Pourquoi quelqu'un irait acheter le plus cher alors que tu sais, il a à peu près la même chose, beaucoup moins cher? L'immobilier, c'est un coup de cœur. Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, saison 2 du podcast. Aujourd'hui en compagnie avec une légende, une figure emblématique de l'immobilier. On est à Marbella aujourd'hui, dans la Costa del Sol en Espagne, avec Armando Levi. Comment ça va aujourd'hui, Armando? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Armando, il est propriétaire et directeur de Levy & Goldman Real Estate, c'est ça? Ouais. Donc, tu es vraiment spécialisé sur Marbella. Pour les gens qui ne connaissent pas un peu Marbella, est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi aussi Marbella et pourquoi en fait ça fait déjà plus de 20 ans que tu es dans l'immobilier, j'imagine? Oh, Marbella, c'est une ville où la qualité de vie elle est exceptionnelle. Et à date d'aujourd'hui, ça reste encore raisonnable en comparaison avec les autres villes. Tu as pendant 9 mois de très beau temps. L'immobilier, il a une croissance de 15% annuelle. Ça veut dire que je pense comme destination, pas seulement travail, mais famille, pour faire grandir les enfants, pour vivre en famille, je pense que c'est exceptionnel. C'est en Europe, tu es à côté de tout, je trouve que c'est une ville exceptionnelle. Est-ce que tu dirais dans ce cas-là que Marbella, ça peut être sur le même pied d'égalité que toutes les grandes villes en Europe au niveau de l'immobilier, ou c'est vraiment le premier critère, c'est vraiment la qualité de vie ici? Premier critère, je pense que c'est la qualité de vie, c'est sûr. Et on ne peut pas les comparer avec les capitales, bien sûr, parce qu'on a un manque de services que tu ne peux pas voir comme dans une capitale. Ici, il n'y a pas assez de théâtre, il n'y a pas assez de culture, tu vois. Mais niveau vie, pour la vie de tous les jours, on est à 40 minutes de Malaga, c'est la capitale, on est à 2h15 en train de Madrid. Ça veut dire que l'emplacement est exceptionnel. On a la plage et à 1h30, tu peux faire du ski à Grenade en voiture. Ça veut dire que c'est exceptionnel. Si on revient un peu sur toi, ton parcours, est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs pourquoi tu as choisi l'immobilier? Ça fait déjà plus de 20 ans. Et comment tu as réussi à bâtir un peu tout ce que tu as fait ici à Marbella? Okay. Et en réalité, je n'ai pas choisi l'immobilier. J'ai atterri sur l'immobilier. J'ai commencé comme directeur de banque. J'ai fini mes études d'économie et j'ai été muté par une banque qui s'appelle BBVA comme directeur de banque à Porto-Banús. Je suis resté ici presque 10 ans comme directeur de banque. Et pendant mon période à la banque, on a eu la crise 2008 des subprimes. Et en 2010, ils m'ont fait responsable des biens saisis par la banque. Ça m'a fait rentrer un petit peu dans l'immobilier. Et j'ai tellement aimé ce métier qu'en 2013, j'ai quitté la banque pour ouvrir mon propre agence et me lancer dans ce business. Ok. Comment tu expliquerais ton modèle d'affaires alors? Est-ce que c'est plus de l'achat-revente? Est-ce que vous faites aussi du développement? On fait retail, bien sûr, achat-revente, comme la plupart des agences, Internet, des agents immobiliers, beaucoup de marketing. On est dans les ventes aux enchères aussi et dépôts de bilan. Et on est dans les développements. On achète des terrains, surtout qu'ils ont des problèmes, on les arrange et après ou on développe ou on vend les projets déjà avec toutes les licences prêtes. Ok. Comment tu vois en ce moment l'immobilier ici? Est-ce que tu dirais que c'est en constante augmentation? Comment tu vois un peu les années à venir?
Eh bien, je pense que cette année 2024, on aura une croissance au moins de 5%, 5-7%. Au départ, j'ai pensé qu'il allait avoir une baisse, mais tel comme je suis en train de voir les normes des transactions immobilières qui sont en train de se faire, on va finir par une croissance de au moins 5-7% cette année. On a eu des croissances de 15% annuelles. Et bon, il y a eu une petite baisse à 7, mais je pense que ça va continuer à augmenter parce que les structures de Marbella, elle a complètement changé. Avant, c'était une deuxième résidence, maintenant, c'est une résidence principale. Et c'est pour ça que ça continue à augmenter. Oui, c'est ça que j'allais t'en parler aussi parce que bon, on se connaît, nos parents se connaissent, etc. Ça fait déjà très longtemps. Donc c'est vrai que nous, à la base, je me rappelle, c'était vraiment une résidence secondaire. Comment toi tu l'expliques ce changement? Est-ce que tu vois plus de personnes vouloir venir habiter ici, sur la Costa del Sol? Ouais, et ça a tout changé pendant les Covid. Et juste après le Covid, il y a eu comme une, je ne vais pas dire une migration, mais tous les pays nordiques, les citoyens des pays nordiques, les Suédois, les Norvégiens, Danois, Hollandais aussi, ils ont commencé à venir, les Belges, ils ont commencé tous à venir ici. Mais après le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des grandes maisons. Ouais. Ils ont vendu leur appartement qu'ils avaient, ils ont acheté des grandes maisons, ils ont ramené la famille, ils ont mis leurs enfants dans les écoles. C'est devenu leur résidence principale. Ils travaillaient avec le télétravail et leur résidence de leur pays d'origine s'est convertie dans leur deuxième résidence. C'est pour ça que, comme il y a eu une influence importante, c'est pour ça que tous les prix ont augmenté. Parce que maintenant, ils n'étaient plus en train d'acheter une deuxième résidence, ils étaient une résidence principale. Et pour la résidence principale, tu es prêt à payer les prix qu'il faut. C'est pour ça cette augmentation et je ne pense pas que ça va diminuer. Si tu compares avec les autres villes en Espagne, pourquoi toi qui es un spécialiste de Marbella, de Puerto Banús, tu conseillerais d'acheter ici? Pour la qualité de vie. Mais Marbella, cette Costa del Sol, on ne peut pas la comparer avec les autres villes d'Espagne. C'est incomparable. Ça veut dire que c'est un marché complètement différent. Complètement différent. Il peut avoir une crise à Madrid, au Grenade, au Valence, tout ça. Mais Marbella, c'est notre niche. Bien. C'est une ville, elle est cosmopolite, très cosmopolite. Et la plupart des citoyens, c'est des étrangers. Et On dirait en fait ça fait pas partie de l'Espagne. On dirait que ça ne fait pas partie d'Espagne parce que quand tu sors dans la rue, espagnol, tu l'entends presque pas. Et tu vas entendre parler tout le monde en français, en anglais, presque pas d'espagnol. C'est comme si tu es en France et tu n'entends pas parler français, tu n'entends que des autres langues. Tu vois. C'est pour ça que Marbella, c'est différent, complètement différent. C'est très cosmopolite, comme tu t'avais dit, et tu peux trouver énormément des gens très intéressants. Comme les niveaux de vie, les moyens hauts, c'est des gens qui sont instruits. Et c'est vraiment, c'est une ville à part. On ne peut pas la comparer. Okay. On peut pas comparer. Et toi, de ton côté, toi, j'imagine que donc, tu t'es vu, ça fait 15 ans que tu habites ici? Non, en plus, je suis arrivé ici en 2004. Okay. 20 ans. Toi, tu avais vu ce potentiel déjà de 2004 jusqu'à, ça fait déjà 20 ans. Donc, j'imagine que toi, tu avais vu cette croissance immobilière déjà en 2004. Ouais, et en 2004, il y avait, bon, ça a commencé dans les années 2000 avec les changements des pesettes en euros, parce que la pesette, ça valait rien. Et avant, pesette, c'était incroyable. Mais avec ce changement en euros, et les prix ont beaucoup augmenté, énormément augmenté. Quand je suis arrivé en 2004, c'était ici des augmentations presque au même niveau que maintenant. Jusqu'à fin 2007, qu'il y a eu la crise des subprimes. Mais 2004, 2005, 2006, c'était une croissance incroyable. Après, on a eu cette crise que, bon, on ne connaissait pas. C'était ma première grande crise.
et on ne savait pas qu'est-ce que ça allait se passer. Moi, comme tu t'avais dit, j'ai commencé en immobilier en 2013. En 2010, ils m'occupaient un petit peu des appartements de la vente, mais on les vendait presque à la casse, tu vois. Et en 2013, quand je me suis installé, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à faire des tours de table, des marchés avec des amis, et on commençait à acheter, à revendre, mais en douceur. Mais ce n'était pas une croissance assez forte comme après les Covid. Ok. Pas assez fort. Pour comparer aussi avec Montréal, tu sais, nous de notre côté, il te faut une licence pour vendre un bien. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ici comment ça se passe pour vendre une propriété? À Marbella, tu n'as pas besoin de licence pour vendre un bien. Et tu peux ouvrir ta propre agence immobilière, tu demandes une licence spéciale pour ça, mais tu n'es pas obligé à faire des études spéciales pour ça. Donc il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de diplôme pour ça? Non, il n'y a pas de diplôme pour ça. Okay. Et ça, c'est un grand défaut que je trouve dans ces pays, parce que n'importe qui peut le faire. Et après, bien sûr, la qualité du service elle change énormément. Et il n'y a pas de responsabilité civile pour les personnes, tu vois. Ça, c'est pas bien non plus. Nous, moi, de mon côté, comme tu as expliqué, j'avais fait mes études de licence économie, j'ai fait administration et direction d'entreprise aussi 4 ans. Et après, il y a une licence spéciale qui s'appelle EFPA, European Financial Planning Association. Et cette licence, elle te permet de travailler dans des produits spéciaux, soit immobilier financier, ou soit des produits de fonds d'investissement. C'est pour ça que nous, dans mon agence, pas seulement on fait l'immobilier, on fait aussi toute la partie, toutes les structures financières qu'elle va à côté. Okay. Quand il arrive les clients, on donne les services complets. C'est ça. Donc, disons que tu as un client, majoritairement de tes clients, j'imagine, bien sûr, c'est des étrangers. Ouais. Donc, ça peut être, comme tu as dit, des Scandinaves, des Hollandais, des Belges, etc. Donc, toi, tu les prends par la main déjà dans leur pays. Tu vas les rencontrer sur place. Comment ça se passe? C'est quoi le processus? La plupart, ils viennent avec des leads. Ils rentrent dans notre page web, ils voient les produits, il envoie son mail, on les contacte, on commence à lui envoyer des produits. Okay. Ça commence le premier contact, on commence à lui envoyer des produits, on fait un petit peu, on sort un petit peu les profils des clients, qu'est-ce qu'ils cherchent, tu vois, quels sont vraiment ses besoins. Ouais. Et on essaye de lui donner exactement ce qu'il a besoin. Une fois qu'on a trouvé à peu près ce qu'il veut, c'est en ce moment-là que le client il arrive et on commence à lui faire les visites, on lui présente l'avocat, on ouvre les comptes bancaires et on commence tout la procédure d'achat. Ok, parfait. Ouais. Donc c'est vraiment, comme tu as dit, c'est un processus de clé en main en fait. Le client vient. C'est clé en main. C'est ça. Et je voulais qu'on revienne aussi, tu sais, un peu sur la comparaison aussi entre Puerto Banús et Marbella parce que Puerto Banús, ça reste Marbella, mais il y a toujours cette distinction, tu sais, du port. Les gens sont, je sais, moi j'ai remarqué que moins, mais les nouveaux en tout cas, tous les nouveaux arrivants, pour eux, Puerto Banús, c'est l'endroit où il faut acheter. Est-ce que tu serais d'accord? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, Puerto Banús, c'est une clientèle complètement différente. Il y a une chose, c'est à l'intérieur du port, ok? Que c'est une clientèle plus jeune qui veut les bruits, parce que dans toutes les résidences qui sont au port, ils n'ont pas de jardin, il n'y a pas de piscine, ce n'est pas des résidences familiales. C'est plutôt pour les jeunes qui ont envie de faire la fête, pour Airbnb, c'est pour ça. Après, il y a beaucoup de résidences qui sont à côté de Puerto Banús. Il y a Playa Rocío, il y a Playa del Duque, il y a Andalucía del Mar, Medina Garden, Marina Banús. Toutes ces résidences, c'est une clientèle plutôt espagnole, marocain. Okay. Pourquoi? Ils aiment faire tout à pied. Ils veulent aller au Corte Inglés, ils veulent aller à la plage, ils ne veulent pas prendre la voiture. Ils se sentent à l'aise dans cette zone. Et c'est pour ça que tout ce qui est à côté de Puerto Banús, c'est cette clientèle. L'intérieur du port, c'est plus jeune. Ouais. Et Marbella-Ville, c'est plus les gens qui ne cherchent pas tellement les vacances.
Marbella-Ville, c'est comme un petit peu comme la capitale. Tu ne te sens pas en vacances. Celle qui vient en deuxième résidence, tu comprends, ils veulent être en vacances. Marbella, tu n'es pas. Par contre, les familles qui veulent être au milieu de tout, qui veulent descendre, ils prennent son tapas, churros, des trucs, c'est eux qui décident d'aller à Marbella-Ville. Qui c'est qu'il y a à Marbella-Ville? Aussi, il y a pas mal de Marocains, des Espagnols, mais surtout une clientèle plutôt espagnole. 80% des dépenses Marbella-Ville, c'est espagnol. Alors, ma question qui en découle, c'est, donc tu as parlé de Puerto Banús, les alentours, Marbella. Il y a aussi, parce que la Costa del Sol, c'est quand même assez grand. Est-ce que tu donnerais un autre quartier qui est en expansion? Est-ce que tu es intéressé? Il y a, si tu vois Marbella, je ne sais pas si on va voir la photo, on ne la voit pas. Ouais, je pense pas qu'on la verra, mais on ne la verra pas. C'est une belle carte. Ouais. Eh bien, si on se dirige vers l'est de Marbella, on a Malaga. Ouais. On a toute la partie tu vas vers l'est, il y a Los Monteros, il y a Elviria, Cabo Pino. Toute cette partie, elle a bien augmenté, très bien augmenté. Et si on se dirige vers l'ouest, vers Gibraltar, on a Estepona. Entre Marbella et Estepona, on l'appelle The New Golden Mile. Toute cette partie, elle est en train d'exploser. Okay. Si on veut investir et avoir des beaux revenus, c'est maintenant, à date d'aujourd'hui, c'est là-bas où on peut acheter à un prix raisonnable. On peut avoir un bel appartement front mer à peu près 800 000 € avec 2-3 chambres. Et c'est la croissance, elle est, moi je pourrais dire, presque entre 15 et 20% annuel. Ah, c'est quand même... Ah ouais, c'est assez important. Ouais. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça arrive pas très souvent. Non, il arrivera un moment qu'il arrivera à sa cote, mais à date d'aujourd'hui, c'est en train d'augmenter. Pourquoi cette côté-là? C'est les licences quand tu veux construire. À Marbella, c'est trop rigide, ça prend beaucoup de temps. Ça peut arriver même à 2 ans. Par contre, à New Golden Mile, de la partie Estepona, en 2-3 mois, tu as ta licence, tu peux commencer à construire. Okay, oui. Ça veut dire que pour les promoteurs, ça les permet d'aller plus vite. C'est pour ça que toute cette zone, ça a vraiment pris. Et les endroits, les grosses marques des services comme Lio, Ibiza, tous ces Pacha, c'est là-bas où ils sont en train de s'installer à date d'aujourd'hui. Okay. C'est pas Marbella, c'est juste New Golden Mile. On avait parlé, tu sais, avant qu'on s'assoie, tu m'avais dit qu'on parlait un peu des différences de marché entre Montréal, Marbella, etc. Et tu me disais aussi, Marbella, c'est assez différent parce que dans le même quartier, tu peux avoir des prix complètement différents. Ouais. Alors que les propriétés sont similairement dans la même rue ou peut-être collées. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible? Eh bien, j'aurais aimé pouvoir t'expliquer, mais la vérité, je ne sais pas comment. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, normalement, dans n'importe quelle ville, n'importe quelle capitale, on se base du prix du mètre carré. Et avec ça, tu peux faire ton stratégie d'achat. C'est-à-dire, si les prix moyens d'achat, c'est 12 000 et tu achètes à 10 000, tu sais que tu as fait déjà une affaire. Par contre, à Marbella, non. À Marbella, il faut savoir quel est le prix de cette résidence, quel est le prix de cette autre résidence qu'elle est collée, et en fonction de ça, voir à quel prix il s'est vendu, et si tu achètes beaucoup moins cher, c'est que tu as fait une affaire. Mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier comme dans les grandes villes comme Madrid, Malaga, Séville, Valence, Barcelone, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. C'est l'immobilier, je trouve qu'il est plus difficile à cause de ça. Donc en fait, il ne faut pas se baser sur un prix de quartier, il faut vraiment se baser sur le prix de la propriété. Si c'est une nouvelle propriété... Ouais, il faut se baser surtout sur les villes, pas sur les quartiers. Bon, les quartiers, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des gens qui aiment vivre dans un quartier précis. Exemple, on veut vivre à côté de l'hôtel Guadalpine Banús. Ok, c'est très bien. Et pourquoi? Parce que j'ai la plage, j'ai le port, il est à 10 minutes, j'ai ça et ça et ça. Oh, très bien. Maintenant, à côté de l'hôtel Guadalpine Banús, il y a plusieurs résidences. Eh bien, il y a Laguna de Banús, que ça commence à 5 millions.
tu as collé à Laguna de Bagnus, c'est-à-dire ils sont collés, presque avec les mêmes métrages. Casanova, ça commence à 2 millions. Ça veut dire que tu as les mêmes appartements, un collé à l'autre. Et les mêmes résidences, une collée à l'autre, un les 5, l'autre et les 2. C'est quoi la différence? C'est les finitions, les matériaux, tu as dit que le métrage, les tailles d'appartement, c'est les mêmes. C'est les mêmes, Est-ce que c'est presque les mêmes, ouais. vues? Est-ce que les vues, peut-être, c'est différent? Non, c'est que je ne pourrais pas t'expliquer. Ok. La vérité, je ne pourrais pas t'expliquer parce que c'est incompréhensible. Par exemple, tu vas plus vers la gauche, en face du Guadalpine Bagnus, tu as Jardines de las Fuentes, que c'est des appartements qui se vendaient à 400 000 euros. Maintenant, c'est vrai que ça a augmenté à 900 000. Mais c'est collé aussi à Laguna. Et il y a dans les mêmes quartiers un appartement presque 200 mètres carrés à 900 000, Las Mimosas Suite. C'est une résidence qui est aussi collée à Jardines de las Fuentes, à côté du Guadalpine Bagnus. Tu as piscine extérieure, piscine intérieure, spa magnifique, qualité sublime. Et tu peux acheter un appartement avec 150 mètres carrés d'appartement, plus 30 de terrasses et un jardin de 80 mètres carrés, privative, et tu peux l'acheter à 800 000. Okay. Dire ça. Alors, tu as pour tous les prix dans les mêmes quartiers. Exactement. Alors, dans ce cas-là, pourquoi quelqu'un irait acheter le plus cher alors que, tu sais, il a à peu près la même chose, beaucoup moins cher? Pourquoi la personne va aller acheter le 5 millions alors qu'elle peut acheter le 2 millions? Parce que l'immobilier, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Et si tu peux te le permettre, tu le fais. Vous voyez, tu peux lui montrer à un client un appartement à Casanova, il va dire non, j'aime pas. Par contre, il va à Laguna de Bagnus, il dit waouh, c'est ce que j'aime. Et tu lui dis mais attends, à Casanova, à 274 mètres carrés, je peux vous les proposer à 2,5 millions. Ok. Et Laguna de Bagnus, je ne peux pas avoir moins de 5,5. Et pareil, il va te dire bon, eh bien, il préfère. Et il y a des autres qui vont te dire non, moi je préfère Malibu. Et je vais payer presque les mêmes prix que Casanova, 2,5. Pourquoi? C'est coup de cœur. C'est l'immobilier, c'est comme les voitures, c'est comme les femmes, chacun est. C'est ça, chacun ses goûts. Ouais. C'est ça. Ok. Écoute, on arrive bientôt, je pense, à la fin de cette interview. Je voulais aussi vraiment qu'on parle, on en avait parlé aussi un peu en amont, tu sais, la différence entre les résidents et les non-résidents. Tu m'avais parlé pour le... Ouais, par rapport au profit, j'imagine. Ouais, non, ouais. Normalement, quand c'est non-résident qui l'achète, non-résident fiscal, on parle toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, bien sûr, les non-résidents, ils vendaient, ils prenaient son argent, ils partaient, bonjour, au revoir, et ils ne payaient pas ses taxes, et finito, la comédie, non? L'État espagnol, il a décidé en ce moment-là qu'il fallait assurer au moins qu'il paye les taxes sur la revente. Et il a décidé de mettre une taxe de 3% sur les prix des ventes totales. Ça veut dire que quand les clients ils vendent, il arrive chez les notaires. Si c'est non-résident, qu'est-ce qu'ils font? Il fait l'avocat, la partie des acheteurs, il lui prend les 3% du bien, c'est-à-dire si il a vendu à 100 000, eh bien, il va lui prendre 3 000, il lui retient, et c'est les acheteurs qui payent les taxes du vendeur. Ok. Tu comprends? Donc oui, c'est assez particulier. Ouais. Et normalement, les bénéfices, l'impôt sur les bénéfices d'un appartement, c'est entre 18 et 24%, à peu près. Et si c'est en société, c'est 25%. Qu'est-ce qui fait l'État quand il lui retient les 3%? Imaginez-vous que les non-résidents, il a eu un bénéfice de 100 000 euros et les 3%, ça représente 40 000 euros. Ça veut dire en réalité, il devrait payer 60 000 euros de plus. En général, ça ne passe pas. Mais si ça tombe dans une des révisions, ces cas-là, oui, ils vont le réclamer la différence des 60 000. Ok, très bien. Bon, je pense que c'est assez clair. Ouais. Alors, je voulais juste finir pour te poser la question.
Prenons disons, un client qui vient, un non-résident. Quel type de propriété tu vas l'emmener? Et aussi, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux gens qui voudraient venir à Marbella acheter leur première propriété? Oui, bon, la première chose qu'on fait surtout, c'est lui montrer, si elle connaît pas Marbella, lui montrer les différents placements. Il y a il y a des familles qui aiment être côté mer, les Nordiques, ils aiment être côté montagne, et les Russes, c'est variable, mais en général, ils sont plutôt côté montagne aussi. Et côté mer, frontline, c'est surtout les Français, les Belges, les Européens, les Espagnols, ils adorent les frontline. Mais en général, les autres cultures, ils n'aiment pas. Ça veut dire, ça dépend du profil des non-résidents qu'il faut voir. Et avec ça, on va voir différentes zones, on va voir son budget. Par rapport au budget aussi, on peut aller à une zone, parce que même par exemple, si, comme vous avez expliqué, Hôtel Guadalpine Bagnus, ils sont différents prix, mais il y a un prix minimum d'achat. Ça veut dire, même s'il y a 14 résidences et les prix sont très variables entre eux, la moins chère, elle peut commencer à un prix que ce n'est pas le budget de la personne qui vient. C'est-à-dire, s'il y a un client qui arrive avec un budget de 500 000 euros et il me demande au Guadalpine Bagnus, je ne peux pas lui donner, parce qu'il n'y a pas. Par contre, je vais lui proposer des résidences qui sont à côté ou à peu près pas loin et qui rentrent dans leur budget. Et c'est là-bas où je chercherai pour eux, je les proposerai. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Armando. Plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a su trouver le temps, même si j'étais là quelques jours, donc j'apprécie que tu aies pu prendre le temps. Merci à tous ceux qui vont voir la vidéo, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez des questions pour Armando, vous pouvez aussi m'envoyer un message. Si vous êtes intéressé pour acheter une propriété, vous avez le meilleur sur le marché ici présent. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.